C'est étonnant, non? Et à propos de bon goût, nous allons maintenant écouter le réquisitoire implacable du procureur général de la République des proches françaises. Monsieur le Président, mon chien, Je vais chère prendre le maîtresse, caniveau, moi, tout à l'heure, tu vas voir. Tiens. on va en revenir au caniveau, on n'ira pas plus haut d'ailleurs. Chère maîtresse, monsieur le détourneur infantiliste, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Cher cousin, pour commencer, que les choses soient claires. Compte pas sur moi pour ravaler le débat au-dessous du caniveau. Nous sommes ici dans le but noble et beau de juger en notre âme et conscience le nommé Jean-Jacques Debout et personne d'autre. Parlons donc de Jean-Jacques Debout et non pas de Chantal à genoux ou de Bécassine à quatre pattes. Ce serait absolument déplacé. Ce disant, je pense d'ailleurs me faire l'avocat de l'avocate, si je puis m'exprimer ainsi, car la moralité de maîtresse Sergeoin est sans tâche, et je tiens à le proclamer bien haut, par-delà les divergences qui peuvent nous séparer, eu égard à nos fonctions. Oui, mesdames et messieurs les jurés, sous la robe austère de l'avocate, ne se cache aucun artifice. God bless you. L'anglais. Oui, mon petit Michel. Mesdames et messieurs les jurés, je ferai appel à votre clémence dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, comme l'a si bien dit Henri IV le jour où il a sauté sa femme. Louise de Lorraine, si j'ai bonne mémoire. Si je requiers votre clémence, mesdames et messieurs les jurés, une clémence toute relative, j'y reviendrai, c'est que l'accusé Jean-Jacques Debout est un handicapé. Un handicapé patronymique. Qu'est-ce qu'un handicapé patronymique? Qu'y a-t-il de plus ou de moins qu'un handicapé tronymique? Ce n'est pas ce qui s'appelle une excellente question, mais je vous remercie quand même de me l'avoir posée. Un handicapé patronymique, comme son nom l'indique, c'est le cas de le dire, c'est quelqu'un dont le patronyme, c'est-à-dire le nom de famille, peut prêter à rire, à sourire, ou même à se fendre franchement la gueule aux dépens de celui qui le porte. Imaginez un instant, mesdames et messieurs les jurés, quel colibet et quelle lasie a pu endurer le jeune Jean-Jacques Debout lors de sa scolarité. Imaginez combien de jeunes merdeux serviles comme vous tout à l'heure ont pu ricaner méchamment chaque fois qu'un instituteur crétin disait finement Jean-Jacques Debout assis. Peut-on décemment, 30 années plus tard, en vouloir à cet homme? Ne sont-ce point ces 30 années de moqueries infâmes qui ont transformé un enfant charmant en cette espèce de brute grossière qui nous fait face aujourd'hui? Allons-nous réellement châtier cet épouvantable débris humain repoussant? Cet ignoble rustre bestial sans foi ni loi ni cravate? Non, mesdames et messieurs les jurés, ayons pitié de ce connard grotesque. Oh. C'est un handicapé patronymique. Alors qu'au départ, si j'en crois le dossier d'instruction, c'était un enfant absolument normal qui aimait le travail, la famille, la patrie par-dessus tout et la bonne par-dessous l'évier. Ce qu'il y a d'admirable chez cet être vulgaire et inintéressant, c'est que, par fidélité à ses aïeux, il a eu le courage de conserver son nom d'origine jusqu'au bout. D'autres avant lui l'ont fait, qui portaient pourtant des noms tout aussi saugrenus. Je pense bien sûr à Voltaire, qui a gardé toute sa vie ce nom de fauteuil, tout à fait ridicule. À Louis XV, qui supporta son vrai nom de Louis la Commode, avec d'autant plus de mérite qu'il épousa une princesse de mon cul. À Jacob de Lafont, le pauvre homme. Voilà Jacob de Lafont, voilà un garçon qui a souffert. Son père était arbitre de football, à Jacob de Lafont. Vous voyez, pensez bien que les supporters, ils s'en donnaient à cœur joie. Au chiotte, l'arbitre. Et Monsieur Paul, le sympathique proxénète grec. Vous croyez que ça l'amuse qu'on l'appelle Macropole à Athènes? Sans parler de ce pauvre Jacques Merde dont Louis Rego nous parlait l'autre jour. Je vous rappelle l'histoire de Jacques Merde, qui est un ami de Louis Rego. Il n'était pas content de s'appeler Jacques Merde, il est allé voir à la police. Il est allé à la police, il a dit j'en ai assez, je voudrais changer de nom. Et la police lui a dit mais vous appelez comment? Il a dit je m'appelle Jacques Merde. Ah oui, vous voulez vous appeler comment? Je voudrais m'appeler Paul Merde. C'est vrai puisque c'est Rego qui le raconte. Il y a toujours eu des handicapés patronymiques, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire. Même Dieu tenait. Parfaitement. Au début, Jésus s'appelait Tonton.
Vous vous rendez compte, tonton de Nazareth? Non, mais c'est vrai, quand il est allé danser aux noces de Cana, la foule a crié « Tonton Christ, au bal! Tonton Christ, au bal !» Il y a d'autres exemples. Hugues Capet s'appelait Andy Capet au départ. Et le vainqueur de Verdun, le glorieux maréchal Putain. Et son amant, je veux parler du colonel Jonathan, l'amant de Pétain, si l'on en croit Pierre Dac, son biographe, son vrai nom c'était Jonathan des renforts qui arrivent de Tananarive. C'est long, c'est dur à porter. C'est seulement à l'âge des premiers ennuis prostatiques qu'il fit d'ailleurs changer son nom en Jonathan Lackey, bordel. Plus près de nous, on cite le cas d'un autre militaire, un général, qui est né à Lille au début de ce siècle sous le nom de Charles III Cannes et qui se fit connaître plus tard sous le nom de Charles II Gaulle seulement. D'ailleurs, même de Gaulle, c'est beaucoup, une seule suffit pour la morue. Encore plus près de nous, on ne peut s'empêcher de penser à Marie-France Gorille, à qui Brassens a suggéré un nouveau patronyme, ou à cet ancien de l'ENA qui s'appelait Valérie Petit-Cul, devenu Valérie, j'ai le quart du train. Ou encore... C'est dur, c'est dur. Ou encore à Georges Dedans, qui par la suite s'est fait appeler Georges Marchais Dedans, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que ça faisait... que ça sonnait, que ça sonnait un peu caniveau, un peu merdique. Tiens, à propos de merde, vous avez vu la nouvelle photo de Chirac sur les murs de Paris? Je dis pas que Chirac c'est de la merde, mais c'est quand même lui le premier en France à avoir osé faire apposer des images scatologiques bestiales sur les murs de la capitale, donc on peut quand même parler de merde. Il est bien évident que lorsque quelqu'un d'aussi préoccupé de son image de marque que peut l'être Jacques Chirac se fait tirer le portrait par un photographe, c'est pas fait n'importe comment, ni par n'importe qui. Avant de faire la photo, on époussette Chirac, on lave Chirac, on rase Chirac, on peigne Chirac, on lui met ses plus belles lunettes, ah puis non, on lui enlève. Un tout petit peu de poudre sur le nez de Chirac pour faire moins pointu, moins requin. Ça y est, on est prêt. Un petit sourire, monsieur le maire. Clic-clac, on la refait. Clic-clac, on la refait. Clic-clac, etc. Après, on choisit avec Bobonne, Bernadette et tout l'état-major. Et on choisit très, très, très soigneusement. C'est que ça peut en valoir des voix, une bonne photo. En l'occurrence, les conseillers avaient dit... il nous faut, merde quoi, une image de Jacques à la fois très souriante, très, très rassurante, n'est-ce pas, mais dans laquelle on sente passer toute la volonté, toute l'énergie de Jacques, merde quoi. Et puis, dans le regard, Coco, il faut qu'on sente l'amour que Jacques a pour le peuple. Voici d'ailleurs le détail publié dans le bulletin des amis de Jacques Chirac à propos de cette photo. La photographie géante de Jacques Chirac a nécessité 55 jours de travail. 6 tailleurs, 4 coiffeuses, 7 maquilleuses et 42 photographes de génie se sont succédés dans le bureau du maire de Paris afin de lui tirer le portrait. 3412 épreuves ont été finalement développées. Pour choisir la bonne, M. Chirac s'est entouré d'un jury exceptionnel, composé de 146 personnes, chefs de cabinet, beaux-frères, huissiers, ploucs corréziens, édiles de Brive, femmes de chambre, belles-sœurs, cadres supérieurs, moyens et inférieurs, humbles éboueurs sénégalais, plus particulièrement détachés à la poubelle personnelle de M. Chirac, anciens ministres UDR, vieux barons gaullistes, publicistes géniaux, et même un cantonnier, celui-là même qui a pris le caniveau à Jacques quand il était petit. C'est seulement après cette somme de travail incroyable et à l'issue d'un vote houleux et extrêmement épuisant qu'a pu être sélectionné cet extraordinaire chef-d'œuvre qui terrorise les enfants et les bigotes. Parce que quand même, jamais, jamais une affiche pour un film d'horreur n'aurait osé aller si loin. C'est carrément le docteur Mabuse à l'hôtel de ville, Dracula va gerber, ou à la limite les diarrhées de Frankenstein. Ah, messieurs les candidats au présidentiel, quand on voit quelle image de vous-même vous choisissez de donner au peuple pour vous faire élire par lui, avouez que le peuple est en droit de se demander si vous ne le prenez pas pour un con. Et après ça, ne vous étonnez pas si au jour du grand choix, il y en a qui vont à la pêche ou qui voteront pour le clown. C'est étonnant, non?